Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rambobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Dans l'épisode 10, nous avons laissé Léon, notre grand résistant, à sa sortie de prison. Dans l'épisode du jour, il nous raconte la fin de la guerre, les défilés, les honneurs et surtout la vie qui reprend son cours. Il rencontre sa femme Simone, il se marie et je vous laisse découvrir comment. Ils travaillent, ils ont des enfants. On peut à nouveau être heureux, même si les drames ne sont jamais loin. La tristesse de Léon, quand il nous parle de sa petite Violette, le prouve. Léon chante. Léon nous fait rire. Léon nous parle avec une franchise totale, peu importe le sujet, même sa vie amoureuse. Il semblerait d'ailleurs que celle-ci ait été très riche, car il avait beaucoup de succès. Il nous parle de ses convictions. Il insiste sur les valeurs qui l'ont guidé et son sens du devoir. Toute sa vie, il a fait ce qu'il avait à faire. Et toute sa vie, il vous la raconte aujourd'hui dans Rambobinette. Avant de vous laisser en sa compagnie, je vous rappelle que j'ai besoin de votre aide pour faire vivre le podcast. Pouvez-vous m'aider à le faire connaître en le partageant autour de vous ? En vous remerciant d'avance, je laisse la place à Léon. Quand je suis sorti de prison, j'ai rejoint les camarades et ils étaient habillés semblant militaires. Moi, quand ils m'ont habillé en militaire, j'avais des bottes allemandes, des pantalons cheval comme ça, vous savez, une veste de l'armée française et un képi américain. Pas un képi, un calot. Ça, c'était l'armée française. Et ils ont dit, on a plein de gens qui viennent à s'engager, ils signent un engagement pour la durée de la guerre plus 6 mois. Et il faut qu'on organise. Alors, ils ont commencé à organiser, à faire des compagnies. Et puis, il fallait des gens pour commander les compagnies. Alors, ils m'ont dit, écoute, tu commanderas la 5e compagnie. Moi, je n'ai jamais été militaire, je ne suis pas marché au pas, rien. Il dit, oui, mais comment tu veux qu'on fasse ? On ne va pas mettre commandant de compagnie, un type qu'on ne connaît pas. Imagine qu'après, on découvre qu'il est milicien. On aurait belle gueule. Il dit, tu vas prendre le commandement de la compagnie. Alors, j'ai pris le commandement de la compagnie. Il y avait 180 bonhommes, 2 fois 90. On a défilé devant l'hôtel de ville où il y avait Marie-Claude Vaillant-Couturier et son mari, qui était un des fondateurs du Conseil national de la résistance. Et il avait écrit la très grande partie du programme du Conseil national de la résistance. Ils étaient sur les marches et j'avais appris qu'on ne salue pas avec la main dans ces conditions, on fait tête droite ou tête gauche. Et j'ai fait faire la tête droite à 180 bonhommes. Et puis, les Italiennes dans la première compagnie et les Espagnols dans la deuxième compagnie. Alors, quand j'étais à côté des Italiens, ils chantaient, je ne sais pas si vous avez jamais eu l'occasion d'entendre, Bandiera rossa la trionfera, Bandiera, le drapeau rouge triomphera. Et puis je ralentissais le pas et j'arrivais aux Espagnols. Aux Espagnols, o se l'empino, para marcha. Mais les gens qui nous voyaient que je changeais, ils se mettaient à rire. Ils disaient qu'on connaît toutes les langues, le vieux, là. Le vieux, j'avais 18 ans. Le jeune à l'époque, le jeune. Le gamin. Le gamin. Ouais. Petite transition pour que vous compreniez la suite. Nous avons coupé la conversation quelques minutes, le temps que Léon me montre des photos et une statue de son buste réalisée et offerte par un camarade. Il en parle tout de suite. Et donc ça, c'était vous à 21 ans. Alors, la femme de celui qui a fait ça, Mandel, était l'adjointe du commandant de Carmagnole de Liberté. Mandel, sa femme, c'était notre doctoresse. Okay. Mais les femmes, c'était pas comme les hommes. Parce que les femmes, elles étaient agents de liaison. Chez nous, les femmes participaient aux mêmes opérations que les hommes. Quand j'ai tué le premier Allemand après le débarquement du 6 juin, avec moi pour m'assurer ma garde, il y avait Simone. Et les femmes, il y en a une dans le Nord, maintenant j'ai oublié son nom, elle faisait liaison entre l'état-major du Nord français et l'état-major à côté de Genève. Elle faisait les allers-retours. Elle a été arrêtée, puis
les SS étaient chez elle en train de fouiller la maison. Il y avait la fenêtre ouverte et par la fenêtre, elle voit son chef qui arrive. Elle habitait au 5e étage, elle s'est lancée par la fenêtre pour sauver son chef. Alors quand je vous dis que la tension nerveuse, on l'avait tout le temps, même au lit. Quand je vous dis qu'entre 40 et 60 ans, il y a toute une... il y a beaucoup de mes copains qui sont morts de crise cardiaque. Je vous ai parlé de celui qui avait la jambe coupée. Oui. Et il devait avoir... il approchait de la soixantaine, peut-être pas. Il avait des invités chez lui, ils avaient mangé, puis il est allé chercher une bouteille de champagne. Il a dit au champagne maintenant. Il a lâché la bouteille, il est tombé par terre, il était mort. Édouard, on l'appelait. Et après la guerre, vous avez été hospitalisé longtemps? 2 ans. 2 ans? Pendant Non. 2 ans, on m'a donné des traitements. Suite aux 2 mois de prison? Suite à torture, pas les 2 mois de prison. Suite aux tortures. C'est les tortures que j'avais subies. Et à quel moment vous J'avais avez... un morceau de cloison nasale qui pendait ici, à l'extérieur. J'avais, si vous touchez ici, ça fait ça. Il y a encore un truc qui est resté comme ça, vous voyez. Ça a été enfoncé. J'avais un enfoncement ici. À l'oreille? J'avais comme une grosse noisette. Et avec le temps, ça s'est résorbé. Mais sur mes papiers de réforme, j'ai 2 blessures correspondant à des enfoncements dans la boîte crânienne. À quel moment vous avez rencontré votre femme? Oh, ça c'est bien plus tard. Ça, quand vous voyez ma photo de jeune, j'avais du succès. Ah bah oui, je veux bien croire. Alors, ma femme, elle était en vacances à Saint-Raphaël. Oui. Et puis, je l'ai rencontrée avec ma timidité habituelle. Je lui ai fait un peu la cour et puis ça a marché. Mais je lui avais dit, je t'avertis, Simone, moi je ne me marie pas. Je ne veux pas me marier avant 30 ans. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? 26, Ouais. au début de 26, ça devait être. Et je ne me marie pas. Et puis, je l'ai fréquenté pendant un certain temps. Puis, au bout d'un certain temps, je lui dis, écoute, maintenant, ça fait trop longtemps qu'on se fréquente. Il faut qu'on arrête là et on se sépare. Mais, je vous ai parlé du tonton. Son frère était joaillier. Mais il ne vendait pas les bijoux, c'est lui qui les fabriquait. Ouais. Dans une petite pièce de rien du tout. Il avait des pantoufles et un tablier. Et quand ils étaient sales, il les brûlait. Dans son poêle, il ramassait l'or dessous. Parce qu'il y avait toujours des poussières d'or qui se faisaient. Il ramassait l'or dessous. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Et il m'avait invité à manger avec Simone. Alors on a été manger. En sortant, on passe dans un hôtel. Elle me dit, écoute, avant de se quitter, eh ben, je dis, ben, si tu veux, on va à l'hôtel. Puis elle me dit, moi, par précaution, je dis toujours, pour faire l'amour, il me fallait un quart d'heure, mais je me retirais 5 minutes avant. Je ne voulais pas les laisser enceintes. Elle me dit, je le bidet à côté, je vais aller me laver, je crains rien. Bon, ben, je reste. Hein. Et une douzaine de jours après, elle me dit, je suis enceinte. Hein. Mais elle ne me l'a pas dit comme ça. Tu sais, je vais te dire une chose qui ne va pas te plaire, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis enceinte. Tu es bien sûr que c'est de moi? Ah bah bravo Léon. Elle me dit, je ne sors jamais avec personne, je ne sors qu'avec toi. Elle me dit, ben, s'il est de moi, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, je ne sais pas moi. Tu veux faire un petit bâtard? Elle me dit, non. Je dis, alors on se marie. Tu veux bien? Ben, j'ai dit, écoute, si tu es enceinte de moi qu'on fait un gosse, ben, je vais être le père. Hein? Et c'est comme ça que j'ai épousé Simone, qui était enceinte. Voilà. Le jour de notre mariage, comme on n'avait pas de sous, quand on s'est marié, on avait 150 000 francs de l'époque, hein, de dette. Il n'y a qu'à voir. De dette. Mais on est venu chez ma mère qui habitait dans un petit pavillon. Mais ma femme à Paris, c'était dans les vieux immeubles, sous le toit, un seul robinet,
pas de WC, il fallait descendre les 3 étages pour aller au cabinet ou vider le pot. Vous voyez, bon. Et là, le petit pavillon, il y avait le WC, c'est pas la merveille. Il y avait le WC, il y avait un robinet, il y avait un jardin, et dans le jardin, il y avait 2 robinets, dans le bassin pour laver les linges. Vous savez, ces trucs en ciment, vous avez eu l'occasion peut-être d'en voir. Ouais. Il y avait un bassin comme ça dans le jardin. Pour elle, c'était le paradis comparativement. Lorsque sa mère est venue, ma belle-mère, elle était un peu dodue, je crois que je m'habituerai bien ici. J'ai rien voulu lui dire, mais j'ai dit, moi, je me serais mal habitué chez vous. Hein. Bon, et puis après, j'ai continué à militer. J'étais président de jeunesse communiste de Saint-Raphaël, président de Carmagnole-Liberté. Quand on a fait l'amicale de Carmagnole-Liberté, c'était après la libération, il y avait beaucoup de monde. Mais moi, quand je me suis marié, j'ai oublié de vous le dire, comme on n'avait pas de sous, on avait fait au mieux. Alors, on avait invité un peu les membres de la famille, et puis les autres, on y envoyé une carte de faire part. Pas d'invitation. Mais comme je savais qu'il y aurait beaucoup de monde, avec le frère de ma femme, on a passé la nuit, parce que moi, je chantais après la libération. Et quand je revenais de mon tour de chant, je m'arrêtais chez un pâtissier, et puis je lui donnais la main à faire les gâteaux. Et ça me plaisait. Donc, quand je me suis marié, j'ai passé la nuit précédente, j'ai fait 2 pièces montées d'1,20 m chacune, et puis j'avais fait 300 gâteaux entre choix à la crème, éclair au chocolat, tartelettes. J'avais fait 300 gâteaux. À midi, c'était mes invités, c'était pratiquement des vieux copains ou de la famille, etc. Et puis il a commencé à arriver des gens. Et tout l'après-midi, quand ils sont partis, il n'y a plus de gâteaux. Alors donc on a estimé qu'il était passé environ 300 personnes pour mon mariage. Ah, pas mal, hein. Ça en fait du monde. Mais je vous ai dit tout à l'heure que, ou je l'ai pensé si je ne vous l'ai pas dit, que la famille Landini à Saint-Raphaël Était connu. était une famille, une rue qui porte le nom de mon frère. Le maire de Saint-Raphaël est mort. Il y avait 600 personnes à l'enterrement. Mon frère est mort 4 ou 5 ou 6 mois après. 6 mois après, ça doit être. Il y avait plus de 1000 personnes à l'enterrement de mon frère. Il a marqué la ville. Hein? Il a marqué l'histoire de la ville et puis les habitants. Pas que lui. Pas que lui, parce qu'il a été arrêté avec mon père. Oui. Okay. J'ai été arrêté aussi. Oui. Aucun des 3 n'a parlé. Mais tout ça se savait à Saint-Raphaël. Oui. Alors bon, il y avait une certaine admiration pour toute la famille. Ma sœur, qui avait 2 ans de moins que moi, qui est toujours vivante, elle aussi, elle faisait des liaisons pour les FTP en Creuse. Toute la famille était impliquée, en fait. Tout le monde... Et ma mère, quand il venait des résistants recherchés ailleurs, eh bien, elle se débrouillait comme elle pouvait pour les faire manger. Alors, quand je me suis occupé de faire les papiers, mon frère était invalide de guerre, mon père il a dit qu'il n'a pas besoin de ça. Mes filles, elles insistaient, mais fais la demande pour être commandeur de la Légion d'honneur, fais la demande. J'ai dit non, j'en veux pas. D'ailleurs, j'ai dit, c'est un déshonneur. Tous les grands chefs d'entreprise, ils ont la rosette. Alors je dis, moi je ne suis pas chef d'entreprise. J'ajouterai que quand on voyait à la télévision des chefs d'entreprise avec la rosette, vous connaissez les décorations? Non. Un peu, hein. Vous avez chevalier, c'est une petite barrette, officier, et ensuite commandeur, c'est plus comme ça, et une rosette. La médaille, elles sont plus importantes. Et moi, un jour, j'ai dit à Barcellini, mes filles, elles m'ont emmerdé, mais je veux rien savoir. Il me dit, maintenant c'est trop tard. Mais j'ai dit non, je ne la voulais pas. Mais vous en avez d'autres? Ah j'ai officier, j'ai la médaille de la résistance, j'ai la médaille d'interné de la résistance, que je ne jamais rien, moi. Interné de la résistance, évadé, puisque j'ai cassé ma porte et je suis parti. Alors, quand ils vous disent, quand Montluc a été libéré, je me suis fâché. Maintenant, il faut attention de ne pas le dire. Montluc n'a pas été libéré.
Et si Montluc a pu être libéré, c'est l'insurrection de Villeurbanne qui a permis la libération de Montluc. Et l'insurrection de Villeurbanne, c'est les FTP Moïse qui l'ont faite. On retombe encore sur Landini. Et donc vous me parliez avant de votre mariage, vous vous êtes installé à Saint-Raphaël avec Simone. Je me suis installé à Saint-Raphaël avec Simone. J'ai repris le travail de mon père à la forêt, je suis devenu exploitant forestier. À l'époque, quand vous me voyez maintenant que par moment il vous vient un peu de plaindre que j'ai perdu ma mémoire, vous avez vu, j'ai eu jusqu'à 40 ouvriers qui travaillaient à la forêt, mais je travaillais comme eux. Hein. Ouais. Pour ça qu'ils me respectaient. Je travaillais comme eux et je leur donnais des acomptes. Je n'ai jamais rien écrit. Et quand ils venaient, j'ai dit, tel jour je t'ai donné tant, toi, tel jour je t'ai donné tant. Quand vous voyez maintenant comment je suis, il y a de quoi se mettre à pleurer hein, sur mon sort. Et je ne savais pas écrire. J'écrivais, sur certificat d'études, j'ai bien appris à écrire. Mais où j'ai appris à faire les lettres, c'est quand je me suis mis, bien après la libération, alors, on m'avait demandé si j'acceptais de m'occuper des restaurants d'entreprise. J'ai dit, combien ça gagne? Ben, j'ai dit, parce que là, je travaillais dans la publicité, que je ne savais pas ce que c'était quand j'ai commencé à travailler dans la publicité à Paris. Moi, je connaissais la réclame, mais pas la publicité. Au bout de quelques mois, on m'avait promis qu'on me donnerait des augmentations. Au bout de quelques mois, c'est toujours le même salaire. Alors, je me suis engueulé avec le directeur et je suis parti. Mais si je suis parti, c'est parce que on m'avait téléphoné en me disant « Tu viens t'occuper de la restauration avec moi ». C'était le président départemental des anciens combattants de la Résistance. Alors, il me connaissait. Alors, quand on a besoin de quelqu'un, on lui trouve toujours des qualités. Il m'a dit, je te connais, tu es intelligent, tu es travailleur, tu feras bien chez nous. J'ai dit, oui, mais moi, attends, écoute, Auguste, là où je suis, dans 3 mois, je vais faire 3500 francs par mois. Hein. Il m'a dit, mais chez nous, autre que 3500, tu verras. Et puis, 5 mois après, j'étais toujours à 140. Alors, je les ai envoyés se faire voir. Mais quand je leur dis d'aller se faire voir, il y a 3 restaurants que je gérais pour leur compte qui ont dit, nous, on reste avec Landini. Et j'ai commencé à gérer les 3 restaurants pour mon compte. Et puis, j'en ai eu 4. Et puis, j'en ai eu 5. Et puis, j'en ai eu 6. Et puis, j'étais arrivé à 28 000 repas par jour. Et ça, c'était à Paris? À Paris, oui. Ah oui. Avant de... Chez Renault, j'ai m'occupé des restaurants de chez Renault. Avant de vous marier? Ah non, là, j'étais déjà marié. Quand je suis venu de Saint-Raphaël, j'étais marié. Ok. Mais vous êtes marié à Paris ou à Saint-Raphaël? À Saint-Raphaël. Ouais. Ah, sinon, à Paris, j'aurais jamais eu 1000 personnes. Ils ne me connaissaient pas. Oui, Mais à oui. Saint-Raphaël, je suis né au Muy. J'ai ma sœur qui est née au Muy. Mon frère est venu à Saint-Raphaël ou au Muy. Il avait 10 ans. Bon, Mais Simone, elle venait aussi de Saint-Raphaël? hein? Simone, elle venait de Saint-Raphaël ou de Paris? Non, non, De Paris, hein? de Vanves. Devant. Ok. Mais elle est née en Bretagne. Mais elle avait 4 ans, je crois, quand ses parents l'ont amenée en Bretagne. D'accord. Et donc vous avez fait la pub, ensuite... Alors là, quand je me Des suis occupé de restaurants. restauration, j'en avais trop, je ne pouvais plus. Parce que moi, quand je fais quelque chose, je le fais bien ou je ne le fais pas. Alors, là, j'ai dit, je ne peux plus continuer comme ça. J'avais un très bon copain qui s'appelle Max Lecante, qui est toujours vivant, lui, mais lui, il est plus jeune, il a 10 ans de moins que moi. J'ai dit, écoute Max, si tu veux venir travailler, on fonde une petite SARL. Il me dit, oui, mais toi, tu prends... Non, moitié chacun. Comme ça, le jour qu'on ne s'entend plus, on coule à la boîte. On a intérêt tous les deux à rester ensemble. Moi, j'avais appris la restauration. Je m'étais adapté tout de suite. Et il est venu, je lui ai appris comment on faisait les papiers, comment on faisait les choses, les menus, comment... Et lui, il m'a appris comment on écrivait. Il ne m'a pas dit, je t'apprends. Mais quand il faisait une lettre, il venait me la porter à lire. On avait chacun notre bureau, il me la portait à lire. J'ai dit, ça tu vois Max, tu dis ça,
ça, il ne faut pas le dire. Il me dit, pourquoi? Tu en auras peut-être besoin plus tard de le dire. Alors, ne gaspille pas toutes tes cartouches. Mais en lisant ces lettres, j'ai appris à écrire. Et là, je peux vous faire voir mes lettres. Ce que vous avez lu tout à l'heure, c'est moi qui l'ai écrit. Et j'ai appris à écrire. J'ai écrit à Sarkozy. Oui, il paraît. Hein? Pour le droit du sol. Pour le droit du sol. J'ai écrit à Mélenchon. Quand on a présenté le film que je vous dis là, Les Jours Heureux, Mélenchon, il a un petit passage dans le film. Et on était dans une salle de cinéma à Paris. Quand ça a été fini, moi j'étais avec Annie Lacroix-Rise, une historienne connue, beaucoup plus large que la région parisienne. Elle ne travaille que sur archives. Alors, il y avait Annie, on était plusieurs, et presque la salle était presque vide. Et on est sorti, et Mélenchon était à la sortie qui m'attendait. Il m'a serré la main, il m'a dit « Pour moi, c'est un honneur de serrer la main à un homme comme vous. » J'ai dit « C'est bien ça, mais... » J'ai dit « Moi, je suis fatigué, je vais me coucher. » Non, j'aime pas qu'on me fasse la cour. Alors, c'est pas la première fois qu'on me dit « Mais on me l'a écrit. » Là, j'ai une lettre que j'ai reçue. Je suis président, c'est le secrétaire qui était professeur, agrégé et plus qu'agrégé, c'est quoi? Alors là, je ne savais même pas qu'on pouvait faire mieux que ça. Doctorant. Ah oui, ben enfin, il est plus qu'agrégé. Et il m'a écrit une lettre que j'ai reçue hier, dans laquelle il me dit, il me supplie de ne pas mourir, qu'on avait trop besoin de moi. Vous voyez? Alors, il y a beaucoup de gens qui vous demandent quand même. Hein. Mais je ne fous pas grand-chose. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je fous? Il me dit, même si tu ne fais rien, quand on a un document important, on le signe Landini, il a de l'écho. Si on ne signe pas Landini, il n'a pas d'écho. Alors il me dit, qu'est-ce que tu veux? Comme résistant, tu as une renommée presque exceptionnelle à travers toute la France. Moi, je me demandais un peu comment ça s'était passé pour vous après, une fois marié. Vous avez eu un enfant très vite, hein, puisque vous vous êtes marié. Simone était déjà enceinte. Oui, quand on s'est marié, ça devait faire peut-être 2 mois qu'elle était enceinte. Oui. Grosso modo. Oui, vous avez fait vite alors. Elle a couché avant terme. Ah bah oui, Hein? Mais une amie de la famille qui me dit, mais dis-moi un peu, il y avait sa tante qui était là. Dis-moi un peu, Léon, mais votre petite, elle est née avant terme. Il y a la tante qui lui dit, toi, tais-toi. Parce que quand tu t'es marié, toi aussi, c'est avant terme. Moi, quand je me suis marié, c'est avant terme. Alors, parle pas d'avant terme, on est tous dans les délais, puisqu'on a tout notre mari. Mais c'était mal vu à l'époque d'avoir un enfant hors mariage. Il fallait vraiment se marier. Quand un garçon mettait enceinte une fille, quand moi j'étais tout jeune, s'il ne reconnaissait pas l'enfant et on savait qu'il a fréquenté, etc., il était déshonoré. Si le vieux parent, vous le mettiez à l'hôpital, et nous savions qu'à l'hôpital, il avait 3 mois de vie, la façon qu'ils étaient tenus à l'hôpital. Si dans votre famille, vous mettiez quelqu'un à l'hôpital, dans le village, plus personne ne vous parlait. Il dit, tu te rends compte, cette salope? Dit, son grand-père ou sa grand-mère, ils lui ont laissé la propriété, ils lui ont laissé le cheval, ils lui ont laissé la maison, et maintenant ils le mettent à mourir à l'hôpital. Ils n'ont pas honte de faire ça. Ça, c'était la mentalité de l'époque. Les choses ont beaucoup changé, vous me direz. Mais moi, déjà pour les femmes enceintes, c'était pas tous les jours. On ne s'en vantait pas, quand on prenait une femme enceinte. Mais en fait, c'était pas une catastrophe. Et vous avez eu d'autres enfants après? Non, j'ai eu la petite fille que j'ai eue, le docteur qui a accouché ma femme. Un jour, il y avait une consultation de nourrisson.
Et il est arrivé avec ma petite fille à la main. Et puis il a dit, écoutez, mesdames, ne vous vexez pas de ce que je vais vous dire, parce que moi j'ai 3 enfants. Mais ça fait 25 ans que je suis docteur, j'ai jamais trouvé un enfant aussi intelligente que celle-ci. Alors moi, modestement, je dis, c'est normal, elle ressemble à son père. Et ça, c'était la première petite. Ça, c'était ma première petite. Et puis, je crois que si ma mémoire est bonne, c'est le purpura fulminant qu'elle a eu. Elle est tombée malade dans la nuit. Le matin, quand je me suis levé, je partais travailler, je la regarde, elle brûlait. On lui a pris la température 40 et 3 dixièmes, je crois. Alors, on appelle le docteur, il vient, il ausculte, il dit, je ne sais pas ce que vous lui avez fait bouffer, mais ça doit être une très très grosse infection intestinale qu'elle a, votre fille. Bon, je suis parti travailler, mais ça me travaillait. Je ne l'avais jamais vue avec une fièvre comme ça. Je suis revenu à midi, on lui reprend la température 39,4 et elle parlait encore. Alors, je téléphone au docteur, je dis, écoute, ça va pas, ben, il dit, j'arrive tout de suite. Il la déshabille et sur le ventre, on aurait dit qu'on lui avait donné des petits coups d'aiguille, vous savez. Oui. Il regarde, puis s'assoit, il me dit, mais c'est à moi qui m'arrive ça. Mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'il m'arrive ça. J'ai compris que c'était pas bon. Il me dit, écoute, va chercher le professeur Bianco. Il avait passé 7 ans aux enfants malades à Lyon, et je crois qu'il avait connu en 7 ans 2 ou 3 cas, comme monsieur de ma fille. Et je vais le voir, il me dit, ben, je descends tout de suite. Je descends avec le docteur Bianco. Mon toubib, il trouvait qu'on était trop longtemps, il est venu me chercher avec sa voiture. Et quand on est retourné, le docteur Bianco, il m'a dit, allez me prendre des antibiotiques. Je suis parti à la pharmacie, j'ai pris des antibiotiques. Quand je suis revenu, ils m'ont dit, elle est morte. Du matin au soir, à 4 heures de l'après-midi. Elle ne m'a pas fini la journée. Et elle avait quel âge 18 ou 19 mois. Ah, tout bébé. Oh là là. Mais à 9 mois, elle marchait. À 8 mois, je l'ai mise sur une chaise et j'ai dit, tiens-toi bien parce que je vais te faire une photo, sinon tu tombes. Elle se tait. Pour que je la prenne. Elle sentait que c'était dangereux. Et un mois après, elle trottait. Elle marchait. Ah oui, ça a dû être très dur. Combien ça fait 2 et 2, ma chérie? 4. Déjà, elle savait ça. Non, elle ne savait pas compter. Mais elle disait par cœur la Elle réponse. disait parce qu'elle me l'avait entendu dire, comme si 2 et 2 font 4. Alors, 2 et 2 font 4. Enfin, je vous dis, après j'avais tellement souffert, je ne voulais plus d'enfants. Et un jour, c'est le docteur, qui était un ami, et qui me dit, écoute Léon, si elle avait été écrasée par la voiture, tu continuerais à conduire la tienne? Ben, je dis oui. Je dis, ben, aujourd'hui, de ne pas vouloir refaire un petit avec ta femme, c'est aussi stupide si tu as vu un accident que tu ne veuilles plus conduire. C'est idiot. Tu ferais mieux d'en faire une autre, et ta blessure, peut-être, elle se résorbera un tout petit peu. Alors, la première fille, je suis resté une fois. Après, je suis fait au moins pendant 3 mois ou 4, je ne me rappelle plus exactement. Je restais toujours pas de femme enceinte. Et puis un jour, on m'a dit, elle était réglée comme une montre. Si elle doit avoir ses règles le 18, c'est pas le 19. Elle m'a dit, écoute, j'aurais dû avoir mes règles il y a déjà 2 jours, je ne les ai pas, c'est que je suis enceinte. Eh bien, j'ai dit, écoute, on verra bien. Et c'est là qu'il y a Gilda, vous voyez, chanteur d'opéra. Rigoletto, c'est Gilda. Et après, je faisais attention, et puis peut-être pas tout à fait comme il faut, et ma femme est restée enceinte. Ma mère, elle me dit, mais une suffisait, parce que je gardais ma mère avec moi. Quand je me suis marié, maman, avec qui elle va? Ma mère, elle s'est tournée, elle s'est dit, mais je le sais, moi, qui je vais avec mon fils. Je suis parti à Paris. Alors, mon frère, ma soeur, disaient, ma maman, Paris, tu ne connais pas, si tu veux rester avec nous. Non, non, quand je suis avec mon fils, je suis toujours bien, je reste avec lui. Et elle est venue à Paris avec moi,
et elle est morte à Paris. Voilà, bon, là, je vous dis, après, on en a eu une autre, c'est Mireille. Alors, quand elle était petite, je la taquinais. Mireille, la petite fille avec de grandes oreilles. C'est pas vrai, papa, elles sont pas grandes. Voilà un petit peu la vie, un peu particulière, avec des points positifs. Mais ce qui vous marque dans la vie, c'est le négatif, plus que le positif. Une preuve, allez à un enterrement, écoutez parler les gens. Ils parlent tous de quelque chose qui est arrivé à son père, à son frère, à son cousin, à son voisin. Tout quelque chose de négatif. Il n'y en a pas un qui parle de mariage ou de naissance. Ça prouve bien que c'est ce qui vous marque le plus. Moi, la mort de ma fille, ça m'avait tourmenté. Et puis la mort de ma mère, ça me tourmente toujours. Elle adorait son fils. Quand je la voyais, des fois, elle avait perdu son mari. Elle était encore relativement jeune. Elle devait avoir 53 ou 54 ans. Oui, c'est relativement jeune. Et de temps en autre, bon, elle avait un peu le bourdon. Alors je la prenais dans mes bras, puis je lui chantais en italien. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Maman, seulement pour toi ma chanson vola. Quanto ti voglio bene, combien moi je t'aime. Alors bon, ça la détendait, elle faisait. Pauvre vieille. Je comprends pourquoi vous étiez celui qu'elle adorait et qu'elle voulait rester avec vous alors. Eh ben oui, mais moi je lui rendais parce que je l'aimais énormément, énormément. Comment elle s'appelait? Violette. Comme ma première fille. Du coup, vous me parliez de ce qui vous a le plus marqué dans les souvenirs tristes, mais c'est quoi votre plus beau souvenir? Oh, je ne pourrais pas le dire. C'est des souvenirs tristes qui, à un moment précis, sont devenus gais. Lorsque je suis, pas avec les hommes, hein, gays, lorsque je suis venu de Lyon et que je suis arrivé à la maison et que ma mère s'était mise en deuil, que j'avais été fusillé, ils ont fait l'oraison funèbre. Je crois que c'est une radio suisse, mais pas une radio suisse ou quelque chose, là, qui avait annoncé ma mort, en disant que j'avais laissé une lettre pour ma mère, mes enfants, bon, etc. Et alors, bon, ils ont dit, il est mort. Et à Lyon, j'ai essayé à plusieurs reprises de téléphoner au village à Saint-Dizier, parce qu'il n'y avait pas de téléphone au Monteil où j'étais, à Saint-Dizier, pour que quelqu'un dise à mes parents que j'étais pas mort. Mais le téléphone avait été coupé et pas moyen de correspondre. Et lorsque je suis arrivé, le bruit avait couru qu'il y avait des officiers FFI qui le soir rentraient à la maison, couchaient avec leurs femmes, et qu'on avait parachuté des miliciens qui passaient dans les fermes comme ça, où ils savaient qu'il y avait un officier FFI, et ils le descendaient. Alors quand je suis arrivé, que je vous ai dit le village, la route arrivée au village, elle s'arrêtait, ils ont entendu une voiture qui s'arrêtait dehors, toute la famille debout, ma mère à la porte qui tenait tout le monde derrière, que si quelqu'un tirait, ce soit la première, que ce soit pas les autres, et elle a dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, c'est moi, maman. Ça pleurait, ça riait, ça chantait. C'est un souvenir qui m'aime toujours. Voilà, donc ça partait d'un souvenir très triste et puis finalement ça... Mais quand à l'état-major, ils sont sortis en courant à m'embrasser, à me prendre l'un dans l'autre pour m'embrasser, c'est des souvenirs qui vous marquent. C'est peut-être pas beau parce que ils me croyaient mort. Donc c'était pas beau, mais pour moi c'est des souvenirs doux de voir combien on m'aimait. Eh oui. Et à ma femme, je lui ai dit, si tu étais venu 15 jours avant, on ne se serait pas mariés. Elle me dit, pourquoi? 15 jours avant, je fréquentais une Suisse, elle était digne d'aller faire des concours de beauté. Elle avait des jambes comme beaucoup d'artistes voudraient avoir. Elle était magnifique.
on s'est connus 15 jours, et je crois que moi, moi elle m'a plu puisqu'elle m'a marqué, vous voyez. Mais je crois qu'elle aussi était marquée parce qu'elle m'avait écrit, quand elle a vu qu'on ne se voyait pas, bon, elle a compris qu'on était trop loin l'un de l'autre, et que pour se marier, il fallait qu'elle vienne chez nous. Moi, si j'allais chez elle, qu'est-ce que je faisais? Qu'elle quitte ses parents comme ça, sans être mariée, qu'il fallait qu'on se connaisse, parce qu'on s'est connus une quinzaine de jours. C'est tout. Alors bon, elle m'avait écrit une lettre, et elle avait quelques phrases d'une chanson d'Yves Montand. La vie sépare ceux qui s'aiment, tout doucement sans faire de bruit. La mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Elle m'avait écrit ça. Il faut croire que je l'avais marqué, elle aussi, hein. Bah oui, j'ai bien l'impression. Et puis, je suis allé la voir à Grenoble, à Genève. Elle voulait que je reste avec elle. Et je lui ai dit non, moi j'ai promis. J'avais mon amour de 18 ans, elle avait 15 ans, Louisette. Elle était au sanatorium, et je lui avais dit que j'y allais. J'ai dit, j'ai promis au sanatorium, elle doit être sur les braises à m'attendre. Alors, il faut que je parte. Et je suis arrivé chez Louisette en fin d'après-midi. Elle m'a dit, je commençais à me faire du souci. Tu m'as dit que tu venais aujourd'hui. Mais j'ai dit, la journée n'est pas finie. Louisette. Ça, c'était mon amour. Mon amour de... Moi, j'avais 18 ans, elle en avait 15. Ça, c'était... Les amours, moi, je le pense tout au moins, les plus enflammés, c'est ceux-là, à cet âge-là. Parce qu'après, il y a toujours un peu de réflexion. Oui, il y a plus de conséquences quand on est plus adulte. Plus de réflexion aussi. Parce que quand on est là, bon, à cet âge-là, on est prêt à braver le soleil. Mais après, la Suisse, le peu de temps que je l'ai connue, je l'étais amoureux. Mais c'est moi qui lui ai plus répondu à ses lettres. J'allais lui faire de la peine et je m'en faisais aussi. On les bon, ben, laisse tomber. Et vous êtes resté marié combien de temps? Jusqu'à sa mort. C'était il y a longtemps? Et ça fait 9 ans passés qu'elle est morte. Alors une autre chose, c'est le caractère, l'honnêteté, la droiture dans laquelle j'ai été élevé. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, je ne l'ai pas abandonnée parce que moi je considérais que c'était dégueulasse de faire une chose pareille. Je ne l'ai pas abandonnée. Mais quand elle était malade, le docteur, il m'a dit, Monsieur Landini, elle vous attend du matin au soir. Si vous restiez une dizaine ou 12 jours sans venir, elle meurt. Elle ne parlait plus, elle ne marchait plus. Pendant 40 jours, ils ne l'ont pas levée, elle faisait caca au lit, il fallait qu'elle la nettoie, qu'il la lave. Quand ma sœur me dit, elle connaît ton pas, elle ne parlait plus, elle connaît ton pas. Parce que j'étais à côté d'elle, ma sœur qui me dit, j'étais à côté d'elle, elle avait les yeux fermés, quand tu es arrivé, elle a fait ça. Ah oui, elle vous cherchait. Et le docteur, il m'a dit, elle vous attend. Alors, je vous dirais que je me suis conduit honnêtement. Tous les matins, au minimum, je passais demi-heure avec elle. Et l'après-midi, au minimum, 3 heures avec elle. La doctoresse qui était là, elle me dit, Monsieur Landini, ça fait 25 ans que je travaille dans la maison de retraite. Je n'ai jamais vu un homme faire ce que vous faites. Quand les mariés mènent leurs femmes, au début, ils viennent 2 par semaine. Après, ils viennent plus qu'une fois. Après, ils viennent tous les 15 jours. Puis, ils viennent par mois. Ils viennent une fois ou 2. Et puis, il me dit, qu'est-ce que je viens faire? Elle ne me reconnaît pas. Et comment elle reconnaissait le pas? Ah, donc, elle vous reconnaissait. Hein? Elle vous reconnaissait alors? Ah ben, elle me reconnaissait. Ah oui. Mais, quand le jour même où elle est rentrée à la maison de retraite, moi, j'étais dans un tel état que le docteur, il m'a dit, bon, elle part à la maison de retraite avec votre sœur et son mari, il vous accompagne tout de suite à l'hôpital. Parce que je lui ai dit au docteur, je ne comprends pas, docteur. J'ai beau essayer d'écouter mon cœur s'il tape, il ne tape pas. S'il ne tape pas, c'est que je suis mort. Si j'étais mort, je m'en serais sans doute aperçu, non? Ah, il s'est mis à rire, il me dit, donne-moi votre pouls. Il dit à mon beau-frère, il dit, tout de suite à l'hôpital, tout de suite. Il est battu à 150. Alors j'ai passé 12 journées à l'hôpital. Et ils m'ont remis sur pied. Et quand je suis venu, quand on y a été, elle marchait.
elle parlait. 12 jours après, elle ne marchait plus, elle ne parlait plus. Et le kinésie qui voulait la faire marcher, elle m'a dit, elle fait exprès, elle se lance en arrière. Elle ne veut pas marcher. Quand je suis arrivé, je l'ai embrassée, parce qu'avant, quand je voulais l'embrasser sur la joue, elle tournait, pour que je l'embrasse sur la bouche. Et là, je suis venu, et je voulais l'embrasser sur la bouche, elle tournait, je l'embrassais sur la joue. Elle m'a fait ça 5 ou 6 fois. Elle ne voulait plus parce qu'elle m'en voulait. Elle croyait que je l'avais abandonnée. C'est ce que m'a dit le docteur. Elle m'a dit, elle a pensé que vous l'aviez abandonnée. Et puis après, elle a recommencé. Je l'embrassais sur la bouche. Mais il fallait voir dans l'état. Elle avait nourri 3 gosses au sein. Elle avait encore une poitrine comme ça. Là, on aurait dit les poches de pantalon des hommes, vous savez, qui pendaient de chaque côté. Dans l'état où elle était. Et moi, j'ai toujours la conscience de n'avoir... Parce qu'on m'a dit, pour faire ça, il fallait beaucoup l'aimer. Et la conscience d'avoir fait ce que je devais faire. J'étais là tous les jours. Je considère, en dehors de l'amour qui peut exister après 60 ans de mariage, il y a quand même quelque chose qui commande. Mais ce que je dis, et ce que je suis heureux de l'avoir fait, c'est de m'être conduit honnêtement. Quand on a couché pendant 60 ans avec la même femme et qu'elle est en train de mourir, et vous la laissez tomber, mais il faut être une ordure pour faire ça. On ne peut pas mériter le respect. Et moi, j'ai toujours considéré que le premier personnage qui doit me respecter, c'est moi. Quand je fais quelque chose, il faut que je me respecte en faisant ça. Et c'est pour ça que je ne fais jamais de saloperie personne. J'avais une dernière question pour vous. Posez-la. C'était savoir qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant. La mort. C'est ce que je souhaite, de m'endormir, de ne pas me réveiller. Vous avez vu, on m'a téléphoné 2 ou 3 fois. Oui. Mais je vous ai dit que c'était rare. Ma fille m'a téléphoné. D'habitude, elle me téléphone en fin d'après-midi. Ouais. Donc vous êtes entouré pourtant. Mais qui vous avez vu? Si je vous dis que le copain qui est secrétaire du pôle, il m'a écrit une lettre à faire pleurer les gens, là tellement il tient qu'il fallait que je reste, que j'étais indispensable. Bon, ça flatte l'orgueil. Ça ne m'empêche pas de dire que moi je ne vis plus. Je vis peut-être un peu pour les autres. Oui. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Si je me mets à l'ordinateur, au bout d'un petit moment, j'ai mal aux yeux. Si je me mets à lire, au bout d'un petit moment, j'ai mal aux yeux. Alors... Et au téléphone, vous m'avez dit que vous avez perdu pas mal de vos camarades maintenant. Je crois que je reste seul. Je suis toujours président et plus personne pour me contester le titre. Mais que vous aviez réussi à obtenir des légions d'honneur pour beaucoup d'entre eux? Je dois avoir obtenu pas loin de 70 légions d'honneur. Oui. J'ai obtenu 15 ou 18 légions d'honneur à titre posthume. Et moi, la légion d'honneur, la légion, pas officielle, la légion d'honneur m'a été remise le 8 mai par le président de la République à l'Arc de Triomphe. Quel 8 mai? En quelle année? Quel président? Mitterrand. Ah, Mitterrand. Mitterrand qui m'a remis la Légion d'honneur. Et ensuite, j'ai officié, elle m'a été remise à l'Assemblée nationale. Alors, par un ancien déporté, qui était président de l'Association française des déportés. Je considérais que c'était un devoir de ma part de mettre en évidence la participation des étrangers au combat pour la libération de la France. Parce que les étrangers, pour beaucoup, c'est de la merde. Ben non. Notre conversation s'est arrêtée là, un peu abruptement, car Léon a reçu de la visite. Et comme vous l'avez compris, il était fatigué. Fatigué de vivre, je crois, ou tout du moins de vivre cette vie. De voir tous ses amis partir avant lui, de devoir se battre, des années après, encore, pour les mêmes choses. Comme si le monde n'avait toujours rien compris. Avant de se quitter, j'ai envie de dire merci Léon. Merci pour tout ce que vous avez apporté et merci d'avoir répondu à toutes mes questions avec tellement de franchise. Merci à l'association du Souvenir Français pour la mise en relation. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt
pour une nouvelle rembobinette.